Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres de votre journal. Top départ pour le e-rallye de Monte-Carlo. Pour le 30e anniversaire de l'épreuve, la place du casino a servi de rampe de lancement pour les 62 équipages engagés. La SMEG fête ses 135 ans. Elle a inauguré hier soir ses nouveaux locaux en présence du couple princier. Ce soir, nous nous intéresserons à ce programme soutenu par l'AMAD pour soutenir les jeunes dans leur orientation. Puis David Fuenquinos sera notre invité. L'écrivain a lancé ce soir le nouveau cycle de conférences des rencontres philosophiques sur le thème frères et sœurs. Et enfin, le Kids Tour de l'AS Monaco fait des heureux à la Turbie. Près de 200 enfants ont pu partager un moment privilégié avec le gardien monégasque Radeki. Le grand départ du e-rallye Monte-Carlo a été donné depuis la mythique place du casino hier soir. C'est en présence de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II que les 62 engagés ont pris la route en direction des 2 premières spéciales de régularité, dont l'équipage numéro 26, composé de Camille Gottlieb et Margot Grunstein. Elles ont pu compter sur le soutien du prince souverain et de la princesse Stéphanie juste avant de prendre le départ. Elles porteront les couleurs de l'association Be Safe qui lutte contre les dangers de l'alcool au volant. L'e-rallye incarne notamment cet engagement pour la mobilité durable et l'innovation technologique. C'est le cas aussi du salon Ever Monaco qui a refermé ses portes mercredi. La 20e édition aura permis de réaffirmer la position de la principauté qui tend à promouvoir l'efficacité des énergies renouvelables. Lors de son discours de clôture, le prince Albert II a rappelé que Monaco a accompagné cette transition en prenant des dispositions précoces et audacieuses. Pour preuve, il y a 10 ans, les véhicules électriques ou hybrides représentaient 2% du parc automobile monégasque. Aujourd'hui, ils constituent 20% du parc. Elle assure depuis 135 ans maintenant la distribution d'électricité et de gaz en principauté. Pour son anniversaire, la SMEG se refait une beauté avec des locaux rénovés et surélevés dans le quartier de Fontvieille. Pour les inaugurer, le prince Albert II et son épouse, la princesse Charlène, aux côtés de nombreux officiels. Sarah Inkari et Arnaud Imbert. Des locaux à la hauteur, modernisés et surélevés pour un total désormais de 9 étages. Le bâtiment abritant notamment le siège de la SMEG, avenue de Fontvieille, est méconnaissable. Il fait 11 000 m², c'est un très gros immeuble. Il y a eu 4 500 m² créés, 4 étages nouveaux créés. Ces espaces qui sont totalement configurables, avec des points de vue qui sont assez remarquables. Donc voilà, c'est vraiment de créer tous les ingrédients pour que les collaborateurs se sentent particulièrement à l'aise et aient envie de venir. C'est aussi un facteur d'attractivité pour l'emploi à Monaco et pour recruter des talents en principauté. La tendance est déjà positive. Ces 4 dernières années, la SMEG a permis de créer 150 emplois en principauté. Née il y a 135 ans, la société a fait face à des événements qui ont bouleversé le secteur de l'énergie, comme la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, en évoluant constamment. Notre métier historique, c'est bien de distribuer et fournir de l'électricité en principauté de Monaco. Et les gens nous connaissent pour ça, bien évidemment. Par contre, les gens nous connaissent un peu moins sur d'autres activités qu'on a pu développer, notamment les boucles thalassothermiques, qui ont fait l'objet d'une visite d'État tout récemment du président français. Et on a eu à cette occasion la possibilité de mettre en avant des savoir-faire monégasques absolument uniques en la matière. Ensuite, on a aussi développé des activités de production d'électricité renouvelable. Ensuite, on est bien évidemment inscrit dans les politiques de gouvernement concernant la mobilité électrique. Donc Monaco, voilà, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, est l'État qui est le plus densément équipé au monde de points de charge, avec 2300 points de charge, que ce soit public ou privé. À savoir que la SMEG ne s'est pas limitée au territoire monégasque et a développé son propre réseau de recharge rapide en France avec 300 stations pour l'heure. Elle a aussi concrétisé dans l'Hexagone des projets photovoltaïques et éoliens. La SMEG a le vent en poupe et ne compte pas s'arrêter là. Drogue, alcool, écran, les addictions chez les jeunes peuvent être nombreuses et doivent être surveillées de près pour être rapidement prises en charge. Pour accompagner au mieux cette génération et les parents, une table ronde sur la prévention des addictions a été organisée mercredi par le Kiwanis Club et le Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie de Monaco. Les détails de Christinda Petit-Homel et Lionel Bernardi. Cette rencontre a permis à la jeunesse de s'exprimer et de s'informer sur un sujet souvent tabou, les addictions. Je pense que ce qui est très difficile, c'est... Après, moi, je vais plus parler des gens qui vont entrer dans l'addiction. C'est
surtout de contredire l'opinion publique et de se dire que forcément, quand on est jeune, on est souvent dans des groupes et forcément de contredire l'opinion du groupe, que si par exemple sortir avec des amis qui eux vont fumer, de vouloir se dire nous-mêmes que ok, forcément fumer c'est pas bon et donc du coup de pas rentrer dans ce système-là. Je pense que ce qui est pour moi le plus difficile parce que ça revêt surtout une force mentale. C'est super important étant donné qu'en fait nous les jeunes on est surtout restreints par rapport à nos téléphones, forcément par rapport à des avis qui sont assez, pas forcément subjectifs mais par rapport à des gens qui nous passent des avis et sans forcément nous demander à nous. Donc je pense qu'introduire ce genre de débat sur les addictions, c'est super important et c'est aussi très utile pour nous parce que forcément, avec l'avis d'autres personnes et d'autres jeunes et aussi forcément des personnes qui ont plus d'expérience, on pourra aussi se mettre à leur place et peut-être aussi évoluer dans notre situation, une situation qui est universelle du coup. Au cœur des échanges, la prévention, les bonnes pratiques et le soutien à apporter aux familles confrontées à ces situations. L'objectif, informer, créer un dialogue et proposer des alternatives ou des solutions concrètes. La création d'outils qui permettent de montrer autre chose aux jeunes, donc pour éviter une addiction ou revenir sur un fonctionnement, je dirais, normal. Donc on a eu des idées de courses sportives, compétitions, montrer aussi un petit peu plus l'accès à la culture, d'autres activités, la musique. Et après, un autre point, c'est montrer différemment. Donc le mot témoignage est revenu très très régulièrement. Donc on sent que les jeunes pensent que avoir un débat avec des témoignages de jeunes locaux qui témoigneraient de leur propre expérience, ça les toucherait et que ça pourrait être des bonnes solutions. Et le fait que ce sont des jeunes, peut-être qui parlent aux jeunes, est-ce que ça marcherait mieux ? Je pense que oui, l'opinion de personnes qui sont plus expérimentées, vraiment des gens qui ont vécu la chose, c'est aussi très important parce que d'une certaine manière, certes c'est pas forcément des jeunes, on verra la conséquence de la chose, alors que si c'est des jeunes, dans le groupe, on verra pas forcément les conséquences, c'est plus des conséquences au long terme. Un événement qui a rappelé que la prévention des addictions est l'affaire de tous et que l'engagement des jeunes est essentiel pour lutter contre ce fléau du XXIe siècle. Chaque année en France, près de 100 000 jeunes quittent le système scolaire sans diplôme. 4 élèves sur 10 en classe de terminale ne savent pas s'orienter et un élève sur 2 se sent mal accompagné au cours de sa scolarité. Face à ce constat, l'AMAD, l'Association mondiale des amis de l'enfance, fondée par la princesse Grace, mise sur le mentorat professionnel. Pour aider les jeunes à s'orienter, Sarah Inkari et Arnaud Humbert ont assisté à un atelier organisé avec un groupe de première d'un lycée niçois et les professionnels de la Société des bains de mer. L'orientation peut être source de confusion, de stress et de découragement pour de nombreux jeunes, et en particulier pour ceux issus de milieux modestes. Pour favoriser l'égalité des chances, l'AMAD promeut les entretiens de l'excellence en principauté. L'idée est de les mettre en relation avec des mentors qui sont des collaborateurs d'entreprise pour leur transmettre des compétences professionnelles mais aussi des compétences d'oralité, en fait des repères qui pourront leur permettre de construire ensuite leur parcours professionnel et leur vie d'adulte. Au total, 24 collaborateurs au parcours inspirant de la banque CFM Indosuez et de la Monte Carlo Société des bains de mer ont répondu présents pour accompagner 24 élèves scolarisés au lycée Les Palmiers et au lycée Guillaume Apollinaire à Nice. Un très beau projet qui correspondait pleinement aux valeurs de la SBM, de transmission du savoir-faire et de l'excellence. Et avec cette notion RSE d'égalité des chances aussi, où en tant qu'employeur de la principauté, on estime qu'on doit aussi contribuer à donner une chance à toute personne qui souhaite entrer dans le monde de l'entreprise. Au fil du temps, là nous on entame notre 3e année. Depuis la semaine dernière, ils se sont revus dans le cadre d'un atelier et on sent que des liens assez forts se sont noués. Il y a vraiment une relation de confiance et on espère justement aller même les accompagner au-delà de la dernière année du mentorat. Marilyn fait partie des mentors de la SBM. Évoluant dans le secteur de la communication, elle a tenu à souffler à Mélina, qu'elle suit depuis un an, un conseil en particulier. Ne pas avoir peur du côté naturel, parce que souvent dans un univers comme le luxe qui représente bien notre société, on peut avoir de grosses appréhensions. Et finalement, leur montrer que nous sommes tous au même niveau, nous sommes tous humains avant tout, et qu'avec quelques règles, on peut tous très facilement non seulement s'intégrer, mais s'épanouir dans tous les métiers. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est faire une marque
d'upcycling, donc prendre des vêtements qui sont déjà faits pour les réutiliser pour en faire autre chose. Certains jeunes ont déjà été accueillis en stage, notamment au sein de ces entreprises desquelles ils seront peut-être les futurs salariés. Pour l'heure, l'objectif est d'abord de gagner en assurance. Les rencontres philosophiques ont lancé ce soir leur nouveau cycle de conférences et de rencontres. Tout au long de l'année, différents thèmes seront abordés pour approfondir notre connaissance et éclairer notre réflexion. La fidélité, la perversion, la gratitude ou encore la rédemption seront par exemple au cœur des discussions. L'écrivain David Fuenquinos était l'invité du premier rendez-vous des rencontres philosophiques. Il est en duplex avec nous. Bonsoir David Fuenquinos. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous avez donc lancé cette nouvelle saison des rencontres philosophiques de Monaco avec un thème frères et sœurs. Qu'est-ce qu'il vous inspire ce thème, David ? Alors d'abord, c'était un plaisir de participer aux rencontres philosophiques de Monaco. Ça me faisait rêver depuis un long moment, donc je crois que j'aurais accepté n'importe quel thème. Il se trouve que celui-ci me touche particulièrement. J'ai même fait la couverture de psychologie sur ce thème il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai beaucoup travaillé avec mon frère, on a réalisé 3 films ensemble. Donc voilà, le rapport entre, le lien avec la fratrie, avec ce que ça représente. Je suis très heureux de pouvoir en parler et échanger, et puis débattre philosophiquement aussi. Comment vous avez souhaité l'aborder ce thème, vous, de votre côté, de votre regard, de cette collaboration aussi, de cette expérience avec cette collaboration avec votre frère ? Bien sûr, alors moi on m'a invité pas en tant que philosophe, je ne le suis pas, je dois vous l'avouer, je suis plutôt romancier, mais plutôt voilà, pour parler de mon expérience, voilà, pas forcément lié à des points de vue philosophiques, simplement exprimer ses émotions, ses sensations, essayer de décortiquer comment on peut analyser voilà, des relations humaines. Et ça me touche de pouvoir échanger avec des spécialistes. C'est tout l'intérêt, je trouve, de ces rencontres d'ailleurs qui allient à la fois voilà, des intellectuels, des philosophes, et puis en même temps des témoignages, une façon aussi d'ouvrir pour le grand public certaines questions. Comment qualifier ces liens entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre sœurs et sœurs? Ça reste un lien d'affection qui peut être un petit peu parfois saupoudré de quelques frictions. Oui, ça c'est certain, mais ça c'est une question, vous évoquez des problèmes personnels peut-être, mais en tout cas, moi j'ai le sentiment qu'on peut tous dire, il y a quelque chose comme ça, d'une forme de liberté, on ne se juge pas, il y a un ordre en tout cas de relations, de facilité, il me semble, qu'on n'a pas forcément parfois avec des amis, avec d'autres personnes. Il y a une évidence, on peut se reposer l'un sur l'autre. Moi, en ce qui me concerne, alors ça se passe pas toujours bien évidemment, moi j'ai même écrit un livre de sœurs où ça se passe très très mal entre les deux sœurs. Donc je fais pas un portrait idyllique, là je parlais de moi, de ma relation notamment avec mon frère et cette simplicité de pouvoir tout se dire sans mal prendre les choses en fait. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas d'ego en fait dans ce type de relation. Ouais, dans Deux sœurs, vous avez exploré cette relation miroir, vous l'avez dit, bon on va pas dévoiler la fin du livre non plus, mais voilà, vous explorez un petit peu déjà ce thème. Oui, dans Deux sœurs, c'est vrai que c'était l'idée que voilà, une femme qui est abandonnée va se réfugier chez sa sœur. D'une certaine manière, la famille, c'est vrai que c'est l'endroit où quand tout le monde se détourne de nous, c'est l'endroit où on trouve le refuge, ça c'est certain. Et puis il y a une obligation morale d'aider son frère ou sa sœur ou sa famille proche. Donc même si on n'a pas d'affinité, il y a quelque chose qui nous relie. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Et puis il y a une forme de comparaison, parfois entre les frères et sœurs. Et c'est vrai que dans mon livre, cette femme qui perdait tout voyait la vie de sa sœur qui était la vie dont elle rêvait. Et il y a quelque chose comme ça, quand on a la même éducation, la même origine, le même destin au départ, on est comme ça sur une ligne de départ où on se compare d'une certaine manière. Et c'est ça qui est aussi intéressant, c'est comment s'épanouir, aimer l'autre, tout en ne vivant pas forcément de la frustration. Il y a aussi des familles comme ça où certains réussissent, d'autres non. Tout ça, c'est très intéressant, je trouve. Eh bien, merci beaucoup David Fuenquinos de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. On le rappelle, vous étiez l'invité des rencontres philosophiques de Monaco pour leur premier rendez-vous de la saison. Merci beaucoup à vous. Merci à vous, très bonne soirée. En basket, la Roca Team est tombée dans le piège de Bologne hier en Euroleague. Les joueurs de Spanoulis ont laissé filer la victoire en s'inclinant 77-73 en Italie. Une défaite logique pour une équipe qui a couru derrière le score pendant toute la rencontre. Il s'agit du deuxième revers en Euroleague pour l'AS Monaco Basket. Prochain match ce vendredi face à Valence à Gaston Médecin.
Ce mercredi, la commune de La Turbie a accueilli la 6e étape de la 4e saison du Kids Tour de l'AS Monaco, un moment de partage pour tous les amoureux du ballon rond et surtout les jeunes footballeurs en herbe. Le reportage de Christine Datomel et Lionel Bernardi. Près de 200 enfants, pour la plupart licenciés à l'école de football de l'AS Monaco, mais aussi issus de l'école et du centre de loisirs de La Turbie, se sont retrouvés sur la place Neuve. Entre éclats de rire et séances d'autographes, le gardien des Rouges et Blancs, Luca Radecki, a pris le temps de signer les maillots des enfants et d'échanger avec chacun d'entre eux, malgré la barrière de la langue. Je ne parle français. J'ai aimé la signature et le diplôme. Et il est comment le joueur? Il est très bien. Qu'est-ce que c'est que tu admires chez lui? C'est un bon gardien. La signature et de le voir. Et alors qu'il est gentil, qu'est-ce qu'il t'a dit? T'as parlé un peu? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Je sais pas, j'ai pas compris. On pouvait voir le joueur de Monaco professionnel, signer les maillots et tout. Voilà. Et plus tard, t'aimerais être qui, toi? Être footballeur professionnel. Jouer à Monaco. J'espère qu'il sera toujours à l'AS Monaco. Et aussi, j'espère qu'ils vont gagner la Ligue des Champions. C'était un bon souvenir pour le goal et moi. On s'est fait signer aussi qu'on a vu le goal. Mais ça nous a fait plaisir de voir un vrai joueur pour une fois. J'ai rencontré le goal de l'AS Monaco, Lucas Malecki. Et alors, vous aimeriez avoir la même carrière que lui? Oui. Un moment simple mais précieux qui illustre parfaitement la proximité entre le club et ses jeunes fans, des moments toujours très appréciés des joueurs. I have children of my own and I used to be a small child also when the big heroes and the big good football players came around. I was always there, so I hope the children can take something from it and it's fantastic to see AS Monaco organize something like this. Les enfants comme les grands ont souhaité savoir dans combien de temps le gardien allait retrouver les cages après sa blessure. I'm very good. The injury has recovered well. Maybe I need 2 or 3 more weeks, but it looks very good. Pour la 4e fois, le Kids Tour faisait donc étape à La Turbie, symbole du lien fort qui unit le club monégasque à la commune. Prochaine étape, le 22 octobre à La Roquette-sur-Siane pour continuer à faire briller le football et le sourire des enfants. Je fais des beaux entraînements et à la maison je m'entraîne et après c'est tout. Au revoir. Et on retrouvera peut-être ces jeunes supporters monégasques au Stade Louis II pour le prochain match de l'AS Monaco à domicile. Intéressons-nous à présent à ce nouvel atelier proposé au pavillon Bozio. Pour les passionnés d'art ou les simples curieux, des cours de gravure ont lieu tous les mercredis pour découvrir et apprendre les techniques de cette discipline qui demande beaucoup de précision. Le reportage de Lisa Fernandez-Martins et Lionel Bernardi. Dans un atelier baigné de lumière, entre plaques de métal, encre et burin, une nouvelle discipline a trouvé sa place. Après le dessin, la peinture ou encore la céramique, des cours de gravure sont désormais donnés dans les locaux du pavillon Bozio. Elle accompagne pas à pas ses élèves dans l'exploration de cette technique exigeante qu'elle a elle-même introduite dans les ateliers publics. Là, on est vraiment au tout début de l'année, donc c'est déjà comprendre un peu le principe de la technique, comment ça fonctionne, commencer déjà par un dessin pour visualiser ce qu'on souhaite faire, et puis petit à petit manier les outils, c'est important aussi. Et puis voilà, là on est vraiment à la phase toute initiale du projet, donc comprendre comment fonctionne la presse, comment en créer correctement. Voilà, vraiment le b.a.-ba de la technique pour pouvoir ensuite être plus libre et qu'ils puissent faire leur propre projet. Autour d'elle, une douzaine de participants, scalpel et pinceau à main. Les artistes en herbe s'attellent à graver, précis et concentrés. Des profils variés, unis par une même envie, créer. Moi je débute, donc dans un premier temps, il faut qu'on essaye de reproduire avec un crayon ou un petit pinceau et de l'encre de Chine, un de ces dessins qui sont là. Voilà, ça c'est le premier exercice. Et après on passera, quand notre prof le décidera, à graver sur cette plaque de lino. Il y a ma maman qui participe, donc je participe avec elle.
Et voilà, c'est tout appris parce que ça fait quelques années que je fais du dessin ici, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Moi, j'adore tout ce qu'il y a à voir avec l'art. Alors je viens, ça fait des années que je viens et je travaille avec Laure. Alors je suis très content avec ses cours. Et je trouve que l'imprimerie, le line qu'on va faire, c'est une belle manière de s'exprimer d'une autre façon, de la peinture, la sculpture, tout. Des profils différents, une même passion et une belle énergie créative qui prend forme. Comptez 385 à 460 € par an pour assister à cet atelier hebdomadaire hors vacances scolaires. Musique à présent avec ce dernier concert de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. Il mettait en valeur la musique de chambre avec sur scène aux côtés des musiciens de l'OPMC, la mezzo-soprano Julie Lemaire. José Sacré revient sur ce moment intimiste. La mezzo-soprano Julie Lemaire était l'invitée soliste de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo lors du concert de musique de chambre donné mardi 14 octobre à l'Auditorium Régnier 3. La mélodie, c'est peut-être mon genre de prédilection. J'aime l'opéra, j'aime le concert, mais la mélodie, c'est un univers tout particulier où en fait on a l'occasion de pouvoir changer d'atmosphère très rapidement. Et c'est vraiment ce qui va se passer ce soir. La particularité du concert de ce soir, c'est des très petites pièces dans des langues et des atmosphères qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc c'est un voyage, un très long voyage, un très beau voyage. Après Psyché de Manuel de Falla, dont on célèbre cette année le 150e anniversaire de la naissance, Britten était au programme avec Élégie pour alto solo, interprétée par François Méraud, A Ceremony of Carols, interlude pour harpe par Sofia Steckeler, et Lacrimée pour alto et harpe par François Méraud et Sofia Steckeler. Manuel de Falla encore avec ses célèbres 7 chansons populaires espagnoles interprétées par 9 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo et Julie Lemaire que l'on retrouvera le 10 décembre prochain avec l'orchestre dans le Magnificat de Bach. Et c'est sur ces quelques notes que se referme cette édition. Dans quelques instants, la météo, suivie du magazine Rencontre. Yann Anthony Nogues reçoit ce soir Sylvie Biancheri, directeur général du Grimaldi Forum. Et c'est d'ailleurs au Grimaldi Forum qu'aura lieu dans quelques jours l'événement Sportel, l'occasion de se remémorer les nombreux sportifs de renom qui ont participé à ce rendez-vous avec les photos de Charlie Gallo. Demain, retrouvez Théo Schumer à la présentation de votre JT. Belle fin de semaine à tous sur Monaco Info. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous présente la météo. Bonsoir à tous. Demain à Monaco, le temps sera partiellement nuageux avec quelques averses possibles en fin de journée. Les températures varieront entre 16 et 22 degrés. Côté calendrier, on fêtera Saint Baudouin, protecteur des exilés. Alors selon la tradition, il apaisait les conflits et venait en aide aux plus vulnérables grâce à sa sagesse et à sa bienveillance. Le Maya Hôtel Courchevel 1850, nouveau boutique hôtel de Courchevel, vous a présenté la météo.